Donc je vais vous parler de choses très intéressantes qui arrivent quand on fait de la recherche depuis un certain temps. Donc, plus un cours d'épistémologie qu'un cours sur la ferroquine. Donc je travaille sur la ferroquine depuis 30 ans. Là, vous voyez, on était assez paisible dans ce domaine-là, parce que de temps en temps, on était tout seul. Vous voyez, sous deux orthographes, étaient les deux premiers auteurs. Ensuite, Jean-Louis Mèche, Capot, qui est dans mon laboratoire. Ensuite, Yepidi, vous voyez, qui est aussi dans le mien, qui a beaucoup travaillé avec moi. Guigaud, Brocchi, Stein, et donc les gens qui ont été qui ont beaucoup publié dans ce domaine, c'était nous. Et donc on avait assez peu de défis là-dedans. Et de ce fait, du coup, un certain nombre de définitions qu'on avait données se sont figées parce que nous n'avons pas travaillé dessus. Et les choses, au fur et à mesure que vous cessez de travailler sur les choses, si vous voulez, parce que vous n'êtes pas mis au défi de le faire, ou parce que vous êtes stabilisé, en réalité, vous finissez par ne plus voir les choses qui sont importantes. Et donc, finalement, j'étais la référence de ça, et puis il y a eu une énorme épidémie en Hollande, qui a atteint 3000 personnes, et donc, qui les a amenés, de manière assez intéressante, et d'une perspective qui est moderne, et qui était intéressante, à dire, écoutez, on va faire un consensus entre nous, entre les Hollandais, en prenant la littérature, et à partir de ça, on va dicter des nouvelles règles de ferroquine. Sauf qu'à l'intérieur de ça, il y avait des malices qui n'apparaissaient pas dans la littérature, et des choses réelles qui n'apparaissaient pas dans la littérature, à côté desquelles ils sont passés. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a travaillé dans ce domaine-là, et on a essayé de remettre toutes ces choses en place, en particulier après le papier que j'ai fait en disant, voilà, quelle est l'opinion d'un expert contre l'opinion du consensus, et je vais vous raconter ce que ça nous a amené à faire. Sur le plan de la bactériologie, vous pensez que c'est une bactérie intracellulaire, je ne veux pas y passer trop de temps, mais il y a deux phases dans cette bactérie, assez paradoxalement, une phase infectieuse qu'on trouve chez les humains et les animaux, une phase non infectieuse qui est une phase de laboratoire, mais qui dévoile des antigènes qui sont ceux contre qui la réponse immunitaire est la plus forte. Et donc, quelque chose qui est toujours mal expliqué. L'épidémiologie de la fièvre Q, c'est, dans la plupart des cas, l'inhalation d'aérosols contaminés. Finalement, ça n'a pas fait l'objet de beaucoup de débats, ça non plus. Chez eux aussi, c'est probablement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des troupeaux de chèvres. Il y a maintenant beaucoup d'élevage de chèvres dans toutes les zones semi-urbaines de Hollande. Il y a eu une épidémie chez les chèvres, et en réalité, c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. Donc, ça, c'est des choses qui étaient, dans lesquelles on était de manière assez intéressante. On a commencé à travailler avec un certain nombre d'entre eux, en particulier avec... et ils ont trouvé qu'il y avait, en pratique, deux génotypes qui circulaient, dont un seul qu'on retrouvait chez les hommes. Et ce génotype, nous, on l'avait déjà trouvé en Allemagne, on l'a déjà trouvé en France, nous, on appelait le génotype 33. Et notre hypothèse, c'est qu'il est passé d'Allemagne à la fois en Hollande et en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par aérosol, il y a une infection généralement par aérosol. La maladie est la plupart du temps asymptomatique, pas de symptômes. Vous êtes infecté, vous faites des anticorps, la bactérie circule éventuellement dans votre sang. Dans un peu moins de la moitié des cas, ça c'est des généralités, ça varie beaucoup en réalité d'un génotype à l'autre. Enfin, probablement qu'en Hollande c'était un génotype banal qui était la même chose que ce qui était décrit. Donc il y a la moitié qui sont symptomatiques et puis 5 ou 6%, 2% dans les cas extrêmes qui méritent d'avoir les examens, une prise de sang pour faire du diagnostic. Et ceux-là sont soit hospitalisés, soit enfin, relativement sévères, et puis il y a peut-être 1% qui sont réellement sévères. Il y a des pnéumopathies, des hépatites, ça, tout le monde a été d'accord. Et puis il y a des fatigues chroniques, qui est un phénomène très complexe, très compliqué, pour lequel il y a une dimension culturelle importante, parce qu'il y a une variation importante d'un pays à l'autre. Et si vous faites d'ailleurs des interviews chez les gens qui n'ont pas eu d'infection, il y a des pays dans lesquels il y a 30% ou 40% de gens qui rapportent les symptômes de fatigue chronique. Une des choses, c'est que là, comme
tout de suite, ça a été dit dans la suite de ce qu'on dit sur la maladie de Lyme, etc., la proportion de fatigue chronique était considérable, de demande d'indemnisation était considérable, et du coup, ils ont testé une chose, donc, ils m'ont dit, au moins un type qui est assez fiable, là, que le seul truc qui avait marché, c'était les thérapeutiques de type behavioriste, de psychiatrie behavioriste, qui semble avoir un effet assez favorable. Enfin, c'est une truc. Après, ce qui se passe, c'est que si vous avez des facteurs de risque, en particulier une valvulopathie ou une malformation vasculaire, vous pouvez avoir la fixation de la bactérie là-dessus qui va donner une infection cardiovasculaire. Et si vous êtes enceinte, eh bien, ça peut donner un avortement ou une maladie fétale. Donc c'était nous ce qu'on disait. C'est ce qu'on dit de là. Ensuite, les modes diagnostiques, ça passe par la sérologie, la PCR, l'isolement quand on sait le faire. Alors, il y a eu un vrai truc qui est un malentendu complet, mais c'est un malentendu dans lequel, quand je parle de ma part de responsabilité, parce que dans mon esprit, les choses étaient claires, et puis au fur et à mesure, elles se sont simplifiées. Nous, on avait décrit qu'il y avait une différence entre les endocardites et les fièvres aiguës. Et puis des endocardites, parce que les endocardites sont très très longues, peuvent évoluer pendant 7, 10, 15 ans, on a fini par dire qu'il y a les infections aiguës et les infections chroniques. Et pour nous, c'était endocardite ou infection vasculaire, parce que les infections chroniques, en dehors de ça, il y en a extrêmement peu. On est en train d'en découvrir d'autres maintenant. Mais il n'y avait pas. Et il y a un vrai profil sérologique et immunitaire différent entre les endocardites et les infections aiguës. Mais du coup, pour eux, l'étape endocardite a été oubliée pour être remplacée par une dichotomie aiguë-chronique. Et la dichotomie aiguë-chronique, du coup, ils l'ont basée sur des caractères qui sont des caractères diagnostiques biologiques. Et bien entendu, ça passe. C'est-à-dire que la définition de maladie chronique, c'est pas qu'on ait un profil sérologique d'une nature ou d'une autre, c'est qu'on ait une maladie. Et donc on est arrivé à une espèce de paradoxe dans lequel, parce que les types qui ont fait ça n'étaient pas du tout des médecins, c'était des jeunes, des épidémiologistes qui faisaient ça, qui ne savaient pas ce qu'est un malade. Donc ils ont fait un consensus en disant, voilà, une fièvre chronique, c'est prouvé quand on a n'importe quoi de ça, c'est-à-dire une PCR positive dans le sang, le sérum, le plasma en dehors d'une fièvre acute, ou des anticorps supérieurs à 1024, ou une indication d'infection vasculaire. Alors ça, c'est pas vrai. Parce que si la PCR positive, et c'est les Hollandais eux-mêmes qui l'ont trouvé, il y a une quantité de gens, nous on avait trouvé ça aussi, on a trouvé même des cultures positives, il y a des gens qui sont totalement asymptomatiques, qui ont dit pas de fièvre acute, qui n'ont pas d'endocardite, mais qui ont une bactériémie asymptomatique ou qui ont une PCR positive. Et eux, ils ont fait ça, parce que quand ils ont testé leur donneur de sang, ils ont fait des PCR, ils ont trouvé qu'il y avait dans cette région où il y a beaucoup de fièvre acute, il y avait 0,5%, 1% des gens qui avaient des PCR positives. Donc vous ne pouvez pas, c'est un élément typique, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une maladie chronique quand il n'y a pas de maladie. Donc un examen biologique, ça a une valeur qualitative égale à 0 si vous n'avez pas de maladie. Alors, ça peut pas, vous ne pouvez pas définir que vous avez une maladie chronique parce que vous avez un examen biologique positif. C'est la même chose pour l'Leishmaniose, vous faites la PCR Leishmanie, il y a un donneur de sang, il y a 10 à 20% qui sont positifs. Vous ne devez pas dire je fais le diagnostic de Leishmaniose par la PCR toute seule, ça n'a pas de sens. C'est juste des naïfs qui croient ça. Donc c'était très honnête. Et probable, alors là c'était encore plus curieux, c'est n'importe quelle affection granulaire ou un désordre immunitaire et une sérologie positive, c'est une probable. Donc une possible fièvre chronique, c'est avoir des anticorps au-dessus d'une 24. C'est complètement dégueu, c'est un truc qui est complètement déconnecté de la réalité. Donc on s'est beaucoup battu autour de ça, on dit c'est pas vrai. Donc on a travaillé sur ce truc. Non, écoutez, d'abord, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des PCR, 0,3% des gens en Hollande, au moment de cette époque-là, avaient une PCR positive, 3% de la population générale, saine, a priori. Si on est sain, enfin, les donneurs de sang, généralement, c'est plutôt une sous-partie de la population. Donc vous voyez qu'on ne peut pas, c'est impossible de faire un diagnostic à partir de ça. Il y avait montré qu'on peut avoir des endocardites, y compris avec des types d'anticorps plus bas que ça. Donc si vous voulez, vous pouvez définir ni sur un cutoff, ni sur la présence de PCR que vous avez une infection chronique. C'est une histoire, c'est pas vrai. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, c'est la dérive des termes a fini par amener à définir une maladie chronique sans maladie. C'est quelque chose dont je ne pensais pas que c'était possible. Donc on s'est disputé
discuté avec ça pour leur dire qu'on n'était pas là. Ensuite, ce qui est intéressant, donc on a redéfini les choses, et en particulier en tenant compte du PET scan, qui pour nous est devenu un élément essentiel. Il faut dire que les Hollandais ont été les premiers à utiliser ils n'ont pas malheureusement bien analysé, mais ça a été les premiers à utiliser très systématiquement le PET scan dans les fièvres Q, qui permet de diagnostiquer un certain nombre de choses. Vous voyez cette magnifique fixation au niveau de la vague. C'est un patient qui avait une valvulopathie et qui n'avait rien à l'échocardiographie. Donc le PET scan, là, permet de faire un diagnostic d'endocardite. Donc on a un outil supplémentaire pour faire un diagnostic d'endocardite qui n'existait pas. Mais du coup, ça a relancé beaucoup chez nous l'intérêt de la CRQ qui dormait un peu. On n'avait pas de rivaux, on n'avait pas de raison de changer nos concepts, on avait mis en place un traitement qui marchait, on connaissait les critères diagnostiques, tout ça. Donc ils nous ont obligés à faire ça, PET scan, ça a beaucoup apporté. Et puis à retravailler dessus, on a beaucoup retravaillé dessus avec Mathieu, et en retravaillant dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était ancien, qu'on n'avait pas exploré, qu'on n'avait plus exploré, c'est que les fièvres Q, c'est décrit il y a 40 ans, il y avait souvent des anticoagulants circulants, de type anticorps de type lupus. Et donc on a réanalysé ça, et donc on a trouvé qu'il y avait les anticorps antiphospholipides, et que les anticorps antiphospholipides avaient une valeur prédictive absolument incroyable dans le fait d'avoir des endocardites. Et non seulement ça, et c'est passé quelque chose qui arrive très souvent quand on accepte de réanalyser les choses de bonne foi. Il est arrivé au moins 2 fois, mais il y en a un dont je me souvenais le nom, de gens qui m'avaient été envoyés avec une fièvre Q aiguë. D'ailleurs, c'est une autre, il ne peut pas y avoir une endocardite s'il y a une fièvre Q aiguë. Une fièvre Q aiguë avec une végétation, et de gaz, dont je me souvenais le premier. Et, je dis, non, parce qu'ils ne comprennent rien aux endocardites et coxalonitis, et j'avais fièvre Q aiguë, il a fait écho très précoce. Donc je l'envoie à Gilles Veramy, qui me dit qu'il n'y a pas de végétation. Et donc je me suis dit, voilà, c'est un peu méprisant avec les hôpitaux périphériques, on dit, donc regarde, ils ne savent pas faire l'échographie, et donc ça va, c'est pas endocardite. Et en réalité, quand cette histoire-là est venue, on a commencé à regarder si, en réalité, la toute première étape de l'endocardite coxella-valentie, c'était pas une endocardite aiguë de Lippmann-Sachs, c'est-à-dire une endocardite non infectieuse, mais auto-immune, comme c'est décrit dans le lupus, et qui est due aux anticorps antiphospholipides. Et ce qu'on a regardé, c'est que c'est incroyablement fréquent. Dès qu'on a commencé à regarder, on s'est rendu compte que ce qui prédisposait à l'endocardite, c'est d'avoir une valvulopathie, d'être un homme, d'avoir plus de 40 ans, et d'avoir des anticorps antiphospholipides extrêmement élevés. Et ça, une valeur prédictive absolument hallucinante. Et quand on regarde la cinétique, en réalité, très précocement, dans la période de la fièvre Q aiguë, ces patients ont une endocardite transitoire de Lippmann-Sachs qui régresse spontanément. Les anticorps disparaissent, mais dans les 3 mois qui viennent, on voit apparaître une vraie endocardite à coxella-valentie qui s'est greffée, probablement au moment où il y avait l'endocardite auto-immune, par les monocytes circulants au niveau de la vague. Donc en réalité, on a compris ce qu'on cherchait depuis un certain nombre d'années, on a compris ce qu'était le mécanisme de constitution d'endocardite, qui commence par une endocardite aiguë auto-immune qui est colonisée par les monocytes affectés. Et donc c'est ce qu'on pense. L'autre chose, et donc on voit vraiment des végétations transitoires, alors qu'on définissait l'endocardite de coxella-valentie comme une endocardite sans végétation. Ce qui est vrai quand elles sont constituées, les endocardites à coxella-valentie, mais elles commencent par une endocardite avec une végétation transitoire qui est auto-immune. Même si vous ne donnez pas de traitement, la végétation disparaît parce qu'elle est auto-immune. Ensuite, c'est le PET scan, je ne veux pas trop donner le truc, mais le PET scan nous a permis de diagnostiquer un certain nombre chez un certain nombre de gens qui ont des titres d'anticorps élevés. Au bout d'un moment, si les anticorps continuent à monter, on dit écoutez, faites une échographie transœsophagienne, et si ça monte toujours, si on n'a pas de diagnostic, on dit faites un PET scan. Et dans le PET scan, on a trouvé un certain nombre de fois des affections osseuses, en particulier sur prothèse, qui avaient été complètement négligées, complètement sous-estimées. C'est-à-dire que les prothèses qui dysfonctionnent, il y a tellement de raisons pour qu'elles dysfonctionnent que personne ne sait. Je crois que c'est la Donetti, donc nous, les Américains, on en trouvé quelques-unes. Ensuite, c'est assez intéressant, le risque fœtal, là aussi, les Hollandais ont réuni des gynéco-obstétriciens et ils leur ont dit alors, est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est pas un risque? Et ils ont dit non, ça ne doit pas être ça. Et ils ont conclu que ce n'était pas ça, tout en donnant une prophylaxie à toutes les femmes enceintes. Donc c'est des raisonnements d'une complexité qui est un peu difficile. Mais fort heureusement,
Donc nous, on était opinion contre opinion, les Hollandais disaient ça, nous on disait ça, les Espagnols disaient comme nous. Ils disaient, écoutez, on était même à chercher, ce n'était pas des génotypes qui disaient ça, puis fort heureusement, est sorti une étude danoise qui est partie de l'hypothèse que les Hollandais avaient raison. Ils ont fait ce travail, en réalité, ils ont dit, c'est pas les Hollandais qui faisaient, c'est les Espagnols, c'est-à-dire qu'on a un taux d'avortement. Et donc, grâce à ces données, Mathieu, qui est le grand spécialiste de la méta-analyse, grâce aux dernières données de ce papier que j'avais relevé, eh bien, on s'est montré qu'il y avait une augmentation très significative, avec une augmentation très importante du nombre d'avortements, avec une protection extrêmement significative du bactérie. Donc, l'accumulation de ces données a permis de démontrer que, effectivement, statistiquement, vous savez que statistiquement, donc la prévention avec les antibiotiques permet d'éviter l'avortement. Ensuite, la prophylaxie, là aussi, les gens disaient, moi j'avais bien vu au fur et à mesure que les gens qui avaient une valvulopathie, qui avaient une fièvre aiguë, ils développaient dans 40-50% des cas une endocardite. Donc on avait mis en place un traitement, et le traitement, on a ajusté la longueur au fur et à mesure qu'on a eu des échecs de la prophylaxie. Et donc on est arrivé à dire qu'il faut donner 1 an de prophylaxie pour éviter l'endocardite. Là aussi, on dit ça en cause, et donc nous, on l'a réévalué, et on a trouvé des taux extrêmement significatifs, plus que ce qu'on avait trouvé, et qui plus est, de manière assez intéressante, une équipe de Hollandais cliniciens a trouvé qu'ils avaient exactement les mêmes résultats que nous, c'est-à-dire que quand il n'y avait pas d'antibioprophylaxie, ils avaient 50% d'endocardite, quand il y avait une antibioprophylaxie, ils avaient 0% d'endocardite. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on a trouvé à cette occasion, en se repenchant sur l'endocardite, donc vous voyez, on a découvert que les infections osseuses, on a décrit les infections osseuses, c'était beaucoup plus fréquent que ce qu'on pensait grâce au PET scan. Deuxièmement, on a découvert l'endocardite aiguë, le cocktail qu'on ne connaissait pas. Troisièmement, on a réussi à stabiliser, à démontrer avec les autres équipes, avec la nôtre, qu'il y avait une différence significative quand vous traitiez avec les bactéries des femmes enceintes et quand vous faisiez la prophylaxie. Mais ça, on l'a découvert à cette occasion, c'est un travail qu'on est en train de vous présenter. C'est un patient qui a fait une infection vasculaire à Coxiella bonensi, et puis qui a été traité pour ça, qui apparemment a été guéri, et puis qui a présenté une tumeur digestive. Dans cette tumeur digestive, quand on a fait un PET scan, on voyait ces fixations, on pensait que c'était un cancer du pancréas, qui avait fait une métastase. On a fait une biopsie, on est tombé sur un lymphome. Il se trouve qu'on a fait un papier il y a peut-être 15 ans avec Philippe Brocchi en disant tiens, il y a une association lymphome et fièvre chronique, endocardite à Coxiella bonensi, et on pensait que les endocardites étaient la conséquence de l'immunodépression du lymphome. Parce que là, le lymphome est apparu plus de 2 ans après la fièvre. Donc ça ne pouvait pas être une conséquence. S'il y avait un lien entre les deux, la conséquence était le lymphome qui était la conséquence de la fièvre. Et donc on a repris l'ensemble de la banque de données avec Léa Van Dock et avec Mathieu Guignon. Et on a trouvé en tout qu'il y avait 8 patients qui avaient l'association de lymphome et de Coxiella bonensi. Et quand on regarde maintenant par analyse fiche, on trouve Coxiella bonensi dans les ganglions lymphomateux et dans les cellules plasmatocytoïdes, c'est-à-dire que l'hypothèse que l'on a, accord avec les hématologistes, beaucoup de lymphomes sont d'origine infectieuse. La raison supposée, c'est que quand les monocytes ou les cellules plasmacytoïdes arrivent, colonisent un ganglion qui est déjà pathologique, qui a un lymphome bénin, la suractivation antigénique donne des lymphomes B, et que c'est le cas comme le virus herpès, comme c'est le cas des lycobactères dans les lymphomes digestifs, ou comme c'est le cas de campylobactères dans les lymphomes digestifs. Donc le mécanisme, le phénomène est connu de l'apparition de lymphomes dû à une infection des cellules circulantes, mais ce n'était pas du tout connu pour ça. Et puis ensuite, la Guyane, il y a là une épidémie de fièvre qui est absolument considérable et qui cause à peu près 40% des pneumonies observées à Cayenne, qui sont des pneumonies extrêmement sévères, avec des réponses sérologiques qui sont totalement atypiques. Et donc, très récemment, avec Davos, on a fini par trouver quelle était la source de ça, la source qui n'avait pas été trouvée depuis longtemps, c'est le paresseux. On a trouvé ça chez le paresseux. Les paresseux sont très très proches de tout Cayenne. Il y a même un centre à l'intérieur de Cayenne de prise en soin du paresseux, comme ça ressemble à un gros nounours, les gens viennent tripoter ces bestioles qui sont bourrés de Coxiella bonensi. On a trouvé qu'il y avait une souche unique qui circulait à Cayenne. Cette souche et ce génotype particulier, on a 8 souches maintenant. Et cette unique clone
a montré, comme c'est comme si elle avait un titre, c'est une bactérie qui aime bien être d'accord avec moi, que la raison pour laquelle cette bactérie était beaucoup plus pathogène, c'est parce qu'elle avait une délétion de 7 kilobases. Vous savez que nous, une de nos théories, c'est que les bactéries virulentes sont les bactéries qui ont perdu quelque chose, pas les bactéries qui ont gagné quelque chose. Elles ont perdu la régulation. Et là, ce qu'elle a perdu dans la régulation, c'est quelque chose qui a été décrit dans Legionella de Michael. Elle a perdu l'appareil de sécrétion de type 6, qui permet de communiquer avec la cellule. C'est l'absence de communication avec la cellule qui fait que les bactéries deviennent folles et qu'elles détruisent leur hôte, alors que les autres essaient de garder une espèce d'équilibre avec leur hôte. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Finalement, à la recherche de traitements alternatifs, et ça, je regrette beaucoup que les Hollandais n'aient pas fait ça, parce qu'avec leur immense manque de données, ils auraient pu le faire, c'est de savoir s'il y avait un effet protecteur ou non, un effet in vitro de l'oméprazole, qui est un anti-acide digestif qui modifie la vacuole du coxylavalmétique, d'une part, de l'autre part de la lovastatine, qui est une statine. Les statines jouent un rôle dans la modulation de la réponse, en particulier des stéroïdes. Et ça aurait été possible, si vous voulez, de regarder chez les gens qui recevaient des antiacides ou les gens qui recevaient des statines, de voir si en ayant la même exposition, il y avait plus de fièvre Q aiguë, ou s'il y avait moins, s'il y avait plus d'endocardite, ou s'il y avait moins. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Et vous voyez, c'est un des exemples que je donnais du fait qu'il n'y a que la compétition et la mise au défi qui permet de mobiliser les énergies à un point où on est capable de démontrer les choses. Si on est dans la paix et le calme, en réalité, on s'endort, et les choses petit à petit se figent et finissent par devenir une caricature de ce qu'elles sont en réalité. Donc toutes les maladies sur lesquelles on ne travaille plus, toutes les maladies sur lesquelles il n'y a pas assez de gens qui travaillent, sont des maladies sur lesquelles on finit par raconter des romans. Ça n'est plus la réalité. Et il faut simplement la compétition et la mise en compétition pour pouvoir aller jusqu'au bout des démonstrations. C'est pour ça que je me méfie terriblement des groupes de travail communs, parce qu'ils évitent la compétition, et évitant la compétition, ils évitent d'aller jusqu'au bout de la capacité de démonstration, qui est vraiment un élément très important. C'est une raison de plus pour être contre le consensus. Voilà.